Bienvenue sur Just in Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Elvire. Bonjour. Ça va ? Mais oui, très bien. Et toi ? Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler de toi et de ton parcours aujourd'hui au sein de Just in Tunes. Je suis très contente. Ben, moi aussi, avec grand plaisir. Et puis surtout, merci de m'avoir invitée à parler. Alors, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Pour la faire courte, sans énoncer toutes les lignes de mon CV, mais donc je m'appelle Elvire. J'ai 32 ans. J'ai un parcours, on va dire, assez varié, coloré. Ok. Voilà, tout plein de couleurs. J'ai une formation de musicienne, je suis pianiste. Ok. Voilà, je suis tombée dedans très petite parce que j'ai grandi à Marciac, la grande terre du jazz dans le Gers. Ok. Et en parallèle, en fait, j'ai mené des études, voilà, qui m'ont amenée en parallèle de la gestion de mon groupe et de ce que je faisais un petit peu de manière amicale et bénévole à être manageuse artistique, productrice d'événements, de groupes. Ok. Et donc j'en ai fait mon métier à terme quand même parce qu'il fallait bien en vivre et vivre de ses compétences. J'ai monté une boîte de production au sortir de mes études, donc à 22-23 ans, qui s'appelait Not Only. Ok. Et puis, je passe un peu vite dans les étapes. Tu reviendras sur ce qui t'intéresse d'approfondir. Ok, bah ça va être long du coup. Et puis, j'ai fait donc cette aventure-là avec des amis, bien sûr, pas toute seule, et pendant à peu près 7 ans. Et puis, voilà, les expériences de vie, les étapes, j'ai eu envie d'évoluer, de prolonger cette aventure-là. Et j'ai postulé du coup l'année dernière pour le poste de responsable du Métronome à Toulouse, notre très belle salle de concert de musique actuelle. Et j'ai eu la chance, le bonheur, la mission, le challenge de diriger cette salle de concert. Donc là, j'en suis là. Depuis septembre avec les étapes, les péripéties qu'on a tous connues. Donc c'est une rentrée en matière assez inédite. Rude. Et en même voilà, rude, mais bon, dans toute situation aussi difficile soit-elle, on en ressort et des leçons et du positif. Donc j'essaye de tourner ça de manière positive et d'en tirer des choses pour plus tard. Voilà, on en est là. Parcours très très riche. Petit retour dans le temps. À quel moment en fait ça a commencé à devenir plus sérieux pour toi la musique ? En fait, c'est arrivé presque dès le début parce que ça fait partie du parcours assez professionnalisant qu'offre Marciac. D'accord. Le collège, et puis moi j'ai eu la chance de faire partie aussi de ce cursus en fait scolaire qui allait à l'époque, je crois que c'est fini maintenant, jusqu'au bac. Donc j'ai pu continuer en fait toute ma scolarité en passant un bac jazz, mention jazz à l'époque. Énorme. Ok. Voilà, donc jusque de mes 12 ans et mes 18 ans, j'étais vraiment en parcours. C'est un peu, moi je trouve, le modèle à l'américaine. En fait, c'était vraiment très 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 chouette, enfin anglo-saxonne on va dire plutôt, mais musique et études. C'est-à-dire qu'en gros, pour caricaturer, on avait école normalement, comme tout bon petits élèves le matin, et l'après-midi, on était vraiment en pratique musicale, cours individuel, cours collectif, et on était invités très jeunes à monter ce qu'on appelait à ce moment-là des combos, donc des petits groupes pour justement partager, travailler ensemble, se confronter à la musique de groupe qui est aussi très enrichissante entre élèves. Et donc, moi, j'ai été sur scène, en fait, dès 12-13 ans, parce qu'on jouait les week-ends, on jouait
dès les premières années sur la scène du festival à Marciac, la scène du festival Off sur la place, pour ceux qui connaissent. Donc dès très jeune, en fait, ça a fait partie de mon quotidien. Okay. Et je me suis pas trop posé la question de savoir si c'était normal, naturel de faire ça. Ça a vite fait partie la scène, les concerts, les répétitions de ma vie quotidienne. Ce qui fait que j'ai monté donc très jeune, vers 12-13 ans aussi, dès la première année, un groupe avec des amis que j'ai gardé pendant pas mal d'années. Qui s'appelait comment le groupe? On était tout petits, hein. Enfin, ça va parler à personne, à part à ceux qui étaient présents dans ce groupe, hein. On avait concentré un peu toutes les syllabes de tous les membres du groupe et ça s'appelait Elia Matina. Ok. Il y avait déjà une consonance latine à l'époque, hein, à mon insu. Ah oui. Et en fait, dès ce moment-là, en fait, dès cet âge-là, j'ai créé ma première junior association, donc j'étais pas majeure. Donc, en fait, tout a démarré de là parce que j'ai commencé déjà à cet âge-là à gérer le groupe. Puis ça s'est développé, ça s'est professionnalisé. Et après, en fait, une fois que j'ai eu ce fameux, même ça a commencé avant, mais comme le jazz, ma formation initiale était très liée à l'école, très liée à l'univers scolaire, donc assez, pour moi, jeune ado, presque devenue contraignante en fait. J'ai rapidement migré, ça a été ma petite révolution, non pas vers le hard rock ou le métal, mais vers la salsa. Okay. Qui pour moi exprimait beaucoup plus de liberté. Alors, je parle de ça, je veux dire, je suis une grande amatrice de jazz aujourd'hui, mais le fait de jouer de la salsa et des musiques latines me procure plus de plaisir et de sentiment de liberté, je pense, car c'est moins lié à mon passé scolaire et de jeune étudiante. Je fais le parallèle souvent avec je n'en suis pas moi-même, mais les élèves de conservatoire qui passent des années et des heures à faire leur gamme et leur classe en classique et qui souvent au sortir du conservatoire justement vont se confronter au jazz, au rock et à d'autres esthétiques pour aller vers d'autres contrées plus inconnues et qui ont un attrait forcément plus grand encore. Donc moi, ça m'a fait ça avec la salsa. Il s'avère que j'ai de la chance, hein, géographiquement, dans le Gers, il y a l'autre grand village de musique, c'est Vic-Fezensac, qui est juste à côté aussi de là où j'ai grandi, et qui a l'un des plus grands festivals de salsa aussi d'Europe, Tempo Latino. Donc j'ai été bercée en fait rythmée entre ces deux festivals, Jazz in Marciac et Tempo Latino. J'ai eu la chance maintenant depuis d'y jouer moi-même plusieurs fois avec mon groupe du coup que j'ai créé en montant à Toulouse. Hein. J'étais très attirée par l'univers salsa, latin, cubain. Et j'ai monté rapidement un orchestre de salsa avec des amis qui ont voulu s'amuser aussi avec ces musiques-là par le voyage physique et mental qu'elles permettaient. Et on a rencontré en fait des artistes cubains, mais pas que, mais pas mal d'artistes cubains à Toulouse parce qu'il y a une communauté quand même latine assez importante. D'accord. Et on a pu rapidement s'amuser, répéter. C'est parti comme ça, hein, juste dans je pense que cette notion de jeu et de jouer en musique, elle est très forte et le côté ludique, fun est assez essentiel. Donc voilà, et j'ai créé avec ces amis-là, en fait, on s'est professionnalisé avec ce groupe, en fait, qui n'avait pas, la prétention de devenir un orchestre professionnel et qui s'appelle et qui existe toujours, hein, Conga Libre. Ok. Un orchestre de 12, 13, 14 musiciens. Ça dépend de qui est là, mais voilà. D'accord. Donc toi, je peux t'en parler pendant 10 ans en fait, donc si tu peux m'arrêter. Voilà. C'est parfait. Mais alors du coup, toi, au sein de Conga Libre, tu joues du piano et oui. tu fais aussi le management. C'est ça. En fait, c'est vraiment cet orchestre-là, ça a été vraiment mon laboratoire à moi, mon laboratoire, mon lieu d'expérience, d'expérimentation, de professionnalisation. Donc vraiment, il a commencé à devenir un peu sérieux au sortir du bac. Donc quand j'avais 18 ans, ça a commencé un peu à se concrétiser doucement, mais l'arrivée à Toulouse a fait que c'est devenu quelque chose d'assez sérieux rapidement. Donc moi, assez naturellement, comme j'étais un peu à l'origine pas toute seule, mais comme je portais un peu le projet et que j'ai toujours eu, je pense, un feeling en termes d'accompagnement, de gestion assez naturel dans la vie, je pense que je l'ai
voilà, je l'ai prolongé dans la vie professionnelle. Donc oui, j'ai été manageuse et chargée de production très rapidement de ce projet-là, sachant que la musique, moi, je ne fais que la jouer, l'interpréter entre guillemets, et que j'ai laissé ça parce que j'ai très peu de talent en composition, arrangement, écriture, lecture. Voilà, c'est moi mes domaines de prédilection, donc j'ai laissé ça à des gens dont c'était la compétence plus que moi. Et en fait, chacun, c'est ça assez naturellement, quand il y a des collectifs, en fait, chacun fait bénéficier au collectif de ses compétences. Et c'est ça qui est génial, hein, c'est la force du collectif. Donc moi, j'avais mes compétences que j'ai citées juste avant et que j'ai pu consolider au sein de ce projet. Et d'autres, voilà, étaient plus sur l'aspect musical, composition, arrangement, d'autres plus sur l'aspect d'ailleurs vidéo, production de vidéo, enregistrement. D'accord. Voilà, chacun a pu mettre un profil comme ça, son savoir-faire. Ouais, et ça, c'est ce qui a permis aussi au groupe de se déployer dans un contexte professionnalisant, mais toujours, on va dire, en gardant cet aspect qui est très fort et très important chez nous de convivialité, amitié, voilà, ludique, hein, toujours cette notion de jeu qu'on partage entre nous et avec le public. Bien sûr. Et en fait, ce projet, comment dire, a mis en lumière à la fois le groupe et aussi mes compétences par rapport à tout ça. Hein, voilà, j'ai pu les peaufiner, on va dire, les affiner. Et puis les gens, en fait, progressivement, les amis dans le groupe qui avaient d'autres projets, qui me voyaient un peu à l'œuvre, m'ont demandé, tiens, tu peux pas t'occuper un peu? Ouais, ok, d'accord. Et de plus en plus, et au final, à Toulouse, les copains dans le jazz ou dans les musiques latines, les copines aussi, m'ont sollicité de plus en plus. Et donc, ça a orienté aussi assez naturellement mes études, parce que je savais pas précisément quoi faire comme travail. Je me suis rendu compte que ce que je faisais au quotidien, en fait, c'était un travail. Oui. Donc, d'une part, que je pouvais me professionnaliser là-dedans, et d'autre part, que je pouvais aussi demander une rétribution pour pouvoir un peu en vivre aussi. C'est une reconnaissance financière de mon travail, de mes heures passées. Et donc, c'est là où, effectivement, comme je te le disais au début, j'ai créé cette fameuse structure de production très rapidement parce que j'avais déjà tout le bagage, tout le réseau, en fait, depuis des années dans tous ces métiers, dans toute cette palette de métiers et de partenaires professionnels autour de moi. Donc, tout s'est fait, en fait, assez naturellement, assez vite aussi. Et voilà, c'est venu à moi presque. Voilà. Tu disais que justement, ça avait aussi influencé le cursus scolaire d'après le bac. Qu'est-ce que tu as fait après le bac, justement ? Donc, ça a été compliqué au début, surtout que je ne savais pas le métier que je voulais faire au sortir du bac et que vraiment toutes les matières me passionnaient. Plus, on va dire, littéraire d'ailleurs et culturelle, naturellement que mathématicienne, évidemment. Ouais. Mais voilà, donc j'ai été à Sciences Po au début de mon parcours parce qu'en fait, tout bêtement, c'est un non-choix, en fait, encore une fois, parce que c'est eux qui m'ont appelé, qui m'ont sollicité. Donc, tout le monde me disait, c'est génial, Sciences Po, tu vas voir. Bon, en fait, moi, ça ne m'a pas... Je peux tout à fait comprendre que ce soit génial, mais moi, ça ne m'a pas du tout... branché. Ouais, c'était pas pour moi. Voilà. Donc, de fait, j'ai quand même essayé de persévérer un peu et je me suis dit quelque chose de plus doux pour moi et pour ma vie, parce que l'expérience a été assez peu bénéfique de Sciences Po pendant 1 an en ce qui me concerne. Hein. D'accord. Donc, je suis partie en histoire de l'art. En licence d'histoire de l'art, ce qui a été une période un peu de transition où à la fois ça m'intéressait beaucoup et en même temps je savais que que je n'en ferais pas mon métier. Donc c'était plutôt quelque chose de passionnel et de m'intéresser à d'autres univers artistiques que la musique. Voilà. Et j'ai toujours su, en fait, j'ai toujours eu une petite voix dans ma tête qui me disait, dans tous les cas, c'est des années en fait où j'apprends des choses nouvelles et ça me servira, ça me sert à m'enrichir, à me nourrir dans mon quotidien. Et c'est génial parce que maintenant j'ai une lecture forcément un peu différente. Bon, ça remonte à loin, ma licence d'histoire de l'art, mais dès que je voyage, dès que je vais dans des musées, j'ai toujours des petites réminiscences et du coup, c'est quelque chose que je regrette pas du tout et qui, en gros, a posé un petit socle équilibré à ma vie universitaire future. Donc, ça m'a servi, voilà, à me rééquilibrer, à me, comment dire, à m'adoucir vis-à-vis des études supérieures. D'accord. Voilà. Et donc, après, j'ai réussi, en fait, ce qui me
comment dire, ce qui m'intéressait un peu plus, c'était plus au niveau master, en fait, au niveau professionnalisant que je pouvais le rencontrer. Donc c'était chouette en ce sens que j'ai pu aller jusqu'à la licence d'histoire de l'art et d'archéologie d'ailleurs, pour son terme exact. Et après, j'ai fait un master, une première année de master. Du coup, j'ai fait des infidélités à Toulouse. J'ai été voir ce qui se passait un peu du côté de Lyon, en ingénierie culturelle. Donc, c'était une expérience très sympa, très enrichissante aussi, mais qui m'a confortée dans le fait de vouloir m'installer à Toulouse parce que j'étais vraiment très épanouie dans cette ville qui m'offrait beaucoup de potentiel et beaucoup de sentiments je sais pas, d'équilibre, de se sentir à la maison, voilà, bien entourée, voilà. Et donc, je suis revenue faire du coup mon master 2 dans un tout jeune master qui venait de s'ouvrir 1 ou 2 ans auparavant. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier aussi, et qui est le master administration, communication, organisation des événements culturels. D'accord. À Toulouse 1, je crois, à l'Arsenal. Je sais plus le numéro de l'université, mais voilà. Et là, on était plus sur en gros, ça a permis de confronter de la théorie et de la pratique. Donc, les deux étaient très complémentaires. Voilà. Donc, ça s'est plutôt très bien passé pour le coup. Et j'ai pu avoir un diplôme qui me permettait un peu d'asseoir les compétences que j'avais plus empiriques. Ce qui a été aussi un processus très important de ma formation, l'aspect empirique dans ces métiers-là, en fait. Il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, je fais un petit parallèle, de jeunes étudiants, parce que c'est évidemment des cursus qui attirent beaucoup, parce que bon, bah voilà, c'est paillettes et champagne, je sais pas, en fait, exactement ce que ça met dans ça fait un peu vibrer. Mais en fait, c'est intéressant, évidemment, d'avoir un parcours universitaire pour se forger, déjà avoir un diplôme en poche, c'est jamais inutile, et se forger des compétences plus théoriques. Mais la vraie école dans ces métiers, en fait, c'est de se confronter au réel. Il n'y a rien de plus important que d'aller bosser, même en tant que bénévole ou en tant que stagiaire, dans des festivals, dans des salles, dans des assos, enfin vraiment ceux qui font du travail de terrain, et là où on rencontre où on est en lien avec la matière artistique et humaine en temps réel. Et quand on combine tout ça, au final, je pense qu'on a les armes, les bagages utiles pour démarrer une carrière professionnelle. Mais en tout cas, on ne peut pas se satisfaire d'un diplôme en poche. Ça, c'est une certitude. Bien sûr. Et donc, toi, tu étais en même temps, en parallèle, dans ta boîte de prod. Alors en fait non, j'avais l'asso culturel qui gérait mon orchestre, qui existe toujours. Là, je parle de l'asso, évidemment l'orchestre aussi. Et en fait, au sortir de ce fameux master, une fois que j'ai eu ce fameux diplôme, j'ai commencé un peu. J'avais déjà cherché un petit peu avant. Moi, il fallait faire aussi des stages, il fallait éprouver comme ça ses connaissances. Et bon, j'avais déjà une vision quand même de la filière, du paysage professionnel assez réaliste, je pense, de toutes les expériences cumulées que j'ai faites pendant des années. Et je me suis rapidement rendu compte que je trouverais assez peu facilement un métier comme ça en primo diplômé au sortir, sauf si c'était vraiment encore des stages, encore des services civiques, enfin ce que j'avais déjà fait en fait. Donc je me sentais suffisamment armée entre guillemets pour me dire bon là j'ai à peu près tout ce qu'il faut, j'ai aussi en bonus ce que j'aurais plus tard, c'est-à-dire un peu la douce folie de l'âge aussi, de se dire ben voilà je peux me challenger, je peux créer ma propre aventure professionnelle, me dire que je suis assez jeune, donc j'ai pas encore des responsabilités peut-être qui peuvent contraindre en tout cas ces actions type, je sais pas moi, une famille, un crédit, enfin des choses qui peuvent devenir assez contraignantes dans la liberté professionnelle ou les risques qu'on peut prendre pour lancer des aventures. Donc, je me suis dit, allez, c'est maintenant, tu as des idées, tu as des compétences, tu as du réseau, tente-le maintenant. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, là, maintenant, et puis le contexte aussi économique de l'époque, les enjeux actuels, je pense que j'y réfléchirai à 2 fois pour le faire, là, maintenant. Mais parce que aussi, je pense que j'ai 10 ans de plus aujourd'hui et je pense plus de la même manière. Et je suis très contente, en fait, de l'avoir fait à ce moment-là. Et si c'était à refaire, mais je le referais 1000 fois. Voilà. Justement, tu as été accompagnée pour la créer, cette boîte de prod ?
Oui et non. D'accord. Déjà, moi, je suis quelqu'un, en fait, comment dire, c'est un peu fort solitaire, mais j'aime bien quand même pouvoir aller un Être peu, autonome. ouais, c'est ça, aller un peu au charbon toute seule, aller. Puis quand je me lance un défi comme ça aussi, j'ai pas envie d'entraîner tous mes amis dans la tornade. Donc, je vais être un peu loup solitaire comme ça. Et en même temps, je savais que toute seule, j'allais direct au casse-pipe et Mmh. que c'était pas non plus la meilleure des solutions. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai rencontré plusieurs personnes dans mon réseau d'amis et de professionnels aussi. Et où je me suis dit, bah là, en fait, j'ai 2 personnes avec qui sont un peu plus âgées, qui ont des compétences, qui travaillent déjà, mais qui, eux, pareil, sans moi, n'auraient pas lancé une telle aventure, en fait. Et donc, je les ai un peu, comment dire, Embrigadée. ouais, voilà. J'ai un peu argumenté, j'ai un peu tenu le truc, défendu le projet, et donc ils m'ont accompagnée. Évidemment beaucoup au début pour lancer grâce à leur expertise, à leur savoir-faire. Mmh. On était hyper complémentaires dans nos champs de compétences, on va dire. Et donc, ça m'a vraiment fait un tremplin. Sans eux, je pense que j'aurais pas eu la force de conviction toute seule d'y aller. Je me sentais un peu soutenue, un peu portée, supportée, voilà. Mmh. Donc, après, je veux dire, en termes d'accompagnement plus structuré, professionnel et tout ça, pas vraiment. On va dire qu'il y a quand même eu beaucoup de déclics de l'accompagnement professionnel aujourd'hui et c'est génial, heureusement. Oui. Beaucoup de structures ou de financement et tout. À l'époque, moi, je pense que je connaissais déjà moins tout ça qu'aujourd'hui, forcément. Et je pense que aussi c'était moins développé. Donc forcément, si c'est pas venu jusqu'à moi, c'est que soit c'était en prémisse d'accompagnement, soit ça devait pas vraiment exister. En tout cas, moi, j'ai pas eu de véritable accompagnement professionnel. Après, j'y suis allée très progressivement. J'avais pas l'ambition de créer une énorme boîte de prod parisienne qui écrase tout sur son passage. Je voulais vraiment qu'il y ait une dimension assez, vu qu'on était dans de l'art, j'aimais cette notion d'artisanat, faire de D'accord. ses mains, faire à hauteur humaine, faire avec des gens qu'on choisit parce que c'est des personnes avec lesquelles on partage les valeurs artistiques, humaines. Donc, je voulais quelque chose qui soit dont l'enjeu c'était pas d'être rentable, faire beaucoup d'argent. D'ailleurs, bon, il a fallu que je choisisse directement un autre métier, un autre secteur d'activité. Voilà, ça faut quand même bien se le dire. Hein, c'est pas le meilleur, sauf si on bosse sur des hautes sphères de musique actuelle très bankable. Ouais. Sinon, il vaut mieux changer de métier. Euh, En tout cas, tout ça mis bout à bout a fait que l'expérience a été assez évolutive et en fait, j'ai grandi, je parle professionnellement, humainement, artistiquement, en même temps que la boîte, que la structure. D'accord. Et du coup, c'était aussi l'enjeu des groupes que j'accompagnais. Ils étaient un peu aux prémices de leur développement, artistiquement déjà bien avancé, hein, évidemment. Moi, je faisais pas d'accompagnement artistique, hein, Mmh. mais où il fallait aussi passer au step, au level supérieur. Et donc, cette progression un peu en synergie avec les projets qu'on portait m'intéressait aussi beaucoup. Voilà. Pour avoir un rythme de croisière commun, en gros. D'accord. Et donc du coup, cette boîte de prod, tu la gardes pendant 10 ans? Alors un peu moins, en vrai, pendant 7 ans. Bon, là, du coup, elle s'est arrêtée pour plusieurs raisons, hein, mais surtout parce que forcément, moi, j'allais vers un autre, enfin, je prenais un autre chemin, pas dire le Mmh. même chemin, mais dans une Ailleurs. direction différente. Voilà, un petit virage sur la même grande route, on va dire, Oui. musicale, mais vers autre chose. Et puis, les personnes avec qui je travaillais, parce qu'on avait quand même consolidé une équipe, hein, au fur et à mesure des années Bien sûr. avec les salariés, bon, sur du mi-temps, hein, on n'était pas non plus une énorme boîte, encore une fois, mais on s'en sortait plutôt pas mal. Et en fait, ces personnes-là aussi qui se sont développées personnellement, professionnellement au travers de cette structure, c'est ça qui était génial aussi, c'est que ça a été vraiment un Un vrai accélérateur de carrière laboratoire pour pour tout le tout le monde. monde. Mmh. Oui, et même pour les gens qui travaillaient à l'intérieur et non pas que pour les projets. Donc ça, c'était vraiment génial. L'enjeu de base initial a été quand même assez respecté. D'ailleurs,
au fur et à mesure des années, les gens pas toute seule évidemment, mais que je participais, que je contribuais à former au sein de cette boîte et que cette boîte aussi participait à développer, voilà, par toutes les actions qu'on déployait, ont été assez vite débauchés par d'autres structures, par des plus grosses structures. Et en fait, je me suis dit qu'au final, ce côté, comme on le disait là précédemment, de laboratoire et de développeur de carrière fonctionnait aussi tellement bien que en fait on venait chercher aussi les gens qui y bossaient, donc c'était assez je sais pas, je dirais flatteur. En tout cas, moi j'étais hyper contente que aussi les gens qui étaient au tout début de leur carrière dans la culture, dans la musique, puissent grandir et aller aussi ailleurs, plus haut dans leur développement. Donc c'était vraiment génial aussi. Okay. Et donc, les dernières personnes avec qui j'ai bossé ont aussi trouvé en même temps que moi des nouveaux jobs, en gros, plus intéressants, un peu plus sécures financièrement, et puis où on reconnaissait leurs compétences au travers d'un boulot, une mission assez spécifique, en temps plein, dans des structures hyper intéressantes. Donc, l'aventure s'est presque terminée un peu d'elle-même, naturellement, et ça s'est fait sans perte des fracas. Donc ça, c'était très agréable à vivre aussi. L'association est en stand-by depuis que moi j'ai pris ce poste au Métronome, parce que je voulais pas être un peu au four et au moulin. Bien sûr. Voilà. Déjà, c'était impossible à tenir en parallèle vu la masse de travail qu'il y a des deux côtés. Donc, il aurait fallu être, je sais pas, ne pas dormir la nuit. Un androïde, mener double vie, voilà, être pas humain. Pourquoi tu as commencé à regarder des postes ailleurs? Parce que pour le coup, c'est sans doute ton premier vrai poste de salarié, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui te trottait déjà dans la tête depuis quelque temps, ou c'est vraiment l'annonce coup de cœur qui t'a fait flancher et sauter, du coup, passer de l'autre côté dans le monde du salariat? Plusieurs choses pour te répondre. Déjà, ce boulot-là dans l'associatif culturel, auto-géré, auto-porté, presque autofinancé, hein, un petit peu d'aide, mais très à la marge. Au début, avec la dynamique du début des histoires, des aventures, ça allait. Et puis au fur et à mesure de la masse de travail cumulé, de fait d'être un peu tout seul dans ce grand combat quotidien, c'était devenu de plus en plus difficile, surtout que la rétribution financière n'allait pas forcément croissante, parce qu'on arrivait à obtenir beaucoup d'aide, et c'était génial hein, pour développer les projets artistiques, mais souvent au détriment de nous-mêmes. C'est un peu le problème toujours hein, du cordonnier, en fait. Hein, toujours le plus mal chaussé. Bon, là, c'était un peu ça. Au début, ça allait. Au fur et à mesure, quand on voit que les choses ne s'arrangent pas forcément et que moi j'ai été intermittente du coup pendant 10 ans, ce qui me permettait d'associer aussi la pratique musicale professionnelle. D'accord. Être dans une précarité comme ça, professionnelle, financière, renouvelée comme ça pendant des années, et de jamais trop savoir, pouvoir se projeter personnellement, professionnellement, et d'être toujours un peu ballotté d'année en année, ça devenait de plus en plus difficile avec les années qui s'accumulent un petit peu. Et j'ai eu comme ça, j'ai une vision, je me suis dit vraiment à 30 ans, ça a été symbolique, je me suis pas sentie très vieille, c'était pas du tout ça, mais je me suis dit en fait, je vais pas repartir 10 ans comme ça parce que j'en aurais pas la force. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai envie que mon travail soit quand même plus reconnu à la fois dans mes compétences, dans mes postes. Ça me dérange pas du tout de rester dans l'ombre, pour être dans les coulisses de ce qui se passe sur la scène, devant la scène et tout ça. Mais par contre, pouvoir à un moment donné avoir une reconnaissance de son travail, ne serait-ce qu'au niveau d'un salaire et d'une sécurité, d'un équilibre professionnel, c'est devenu assez urgent en fait. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais on a quand même des métiers qui sont assez ingrats. Ingrats parce qu'ils nous passionnent, on leur donne presque tout. Ça se confond littéralement avec nos vies quotidiennes. Et ça, c'est génial parce que peu de gens peuvent dire qu'ils travaillent pour leur passion et que chaque jour, en fait, on va pas à l'usine, on va pas dans un bureau s'enfermer à devoir subir des ordres quotidiens, voilà. Donc nous, on a quand même les gens, les faiseurs de culture, les passeurs de culture, on a quand même cette chance. Et en même temps, derrière, c'est quand même des conditions qu'on accepte souvent, très souvent, la plupart du temps, des conditions de vie assez difficiles
et on est animé par cette passion et au détriment de beaucoup de choses. Donc moi, à un moment donné, là, au bout de, tu vois, depuis mes 12 ans jusqu'à du coup presque mes 30 ans, j'étais arrivée vraiment à un moment où j'avais fait le tour de tout ça, de ce Bien côté sûr. très abnégation. Mhm. Voilà, on parle beaucoup de résilience. Moi, on peut dire là, nous tous, là, ces gens qui travaillons euh, pour nourrir tout ça, je pense qu'on fait preuve d'une grande résilience. On maîtrise bien, bien ce terme. Et à un moment donné, je me suis dit non pas que j'ai envie de gagner des salaires mirobolants et me la péter, ça, pas du tout. Mais me dire à un moment donné, je vais aussi penser un petit peu aussi à moi, à mon développement professionnel et aussi personnel. C'était devenu voilà assez urgent et c'est tombé de manière assez violente en fait. Voilà, c'était devenu une nécessité puisque je me sentais tout d'un coup très très mal. Je pense que c'est dans une ta forme propre structure. Ouais, voilà. Je pense que et puis une responsabilité quotidienne auprès de tellement de gens pour leur vie, pour leur trouver des concerts. C'était devenu très oppressant et pour moi-même aussi. Voilà. Donc cette précarité à un moment donné est devenue voilà très très oppressante. D'accord. Et je me suis dit qu'en fait je méritais aussi d'avancer, de penser un peu plus à moi et d'avancer tout en tout en gardant un peu cette énergie au service de la partager différemment, le faire vivre différemment en me mettant dans l'équation un peu plus, voilà pour résumer. Et en gros, j'entends beaucoup auprès des collègues particulièrement féminines, et je l'entends aussi dans tes podcasts en l'occurrence, ce syndrome un peu d'autocensure, voilà quelque chose qui est quand même très féminin et en particulier dans nos métiers là, dans nos filières artistiques où il y a quand même le masculin est omniprésent sur scène et sur ces postes de direction. Et moi-même, je l'assume, je suis ma première censeuse. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, je m'auto-censure très facilement, très souvent. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, il faut aussi que je m'assume en tant que professionnelle femme, jeune femme dans la musique. En gros, si moi, je ne suis pas capable de m'assumer, de reconnaître mes compétences, la qualité de mon travail, et en même temps de pouvoir parfois me mettre un peu dans la lumière aussi, en fait, personne ne le fera pour moi. Voilà, le fait est, je veux dire, c'est à personne d'autre que moi de le faire en premier. Et donc, j'essaie de boucler la boucle pour revenir à ta question. Ces fameuses candidatures, en fait, j'ai vraiment commencé à m'y confronter à partir justement de ces 30 ans, en me disant, voilà, c'est un âge un peu fatidique, je suis plus la petite jeune, voilà, 30 ans, ça assoit un peu quelque chose, c'est très symbolique, mais je pense dans nos têtes, dans la tête des gens, c'est un peu plus adulte, je crois. Bon, voilà, moi, ça m'a permis de me dire, ça y est, maintenant, tu vas y aller, en fait, tu vas te mettre un petit coup de pied là où on pense, et on va y aller, et le fait de me confronter à ces candidatures sans avoir forcément en tête la finalité d'y arriver, mais au moins de le faire. Ça a été, je dirais pas salvateur parce qu'on n'en est quand même pas là, mais oui, ça m'a permis de franchir un peu un truc dans ma tête et de me dire, juste au moins tu t'y présentes et tu assumes le fait d'être légitime de t'y présenter, même si tu as 30 ans, même si tu es une femme, même si tu estimes que tu n'as peut-être pas les compétences et que tu t'assumes pas pleinement. En fait, tu y vas. Tu fais la démarche d'y aller et rien que ça, en fait, je pense, moi, j'invite tout le monde, en particulier les jeunes femmes, à y aller parce que c'est la première étape d'un processus d'affirmation, d'acceptation qui est très important. Et même si ça fait pas tout le chemin, tout le boulot d'un coup, parce que ça prend beaucoup de temps quand on a mis des années à se rabaisser naturellement et quand on continue à le faire. Et en fait, je pense que vraiment ça matérialise, ça concrétise quelque chose dans le vrai, voilà. Donc j'y suis allée. J'ai pris mon background, mes émotions sur la table et j'y suis allée. Et j'ai postulé à plusieurs postes. D'accord. J'ai eu la chance, en fait, oui, comme tu le dis, que ce poste-là ait été ouvert à ce moment-là, quelques mois après. Donc j'avais déjà passé quelques candidatures qui s'étaient plutôt, d'ailleurs, assez bien passées à ma grande surprise. Pas jusqu'au bout du coup, mais quand même relativement bien. Donc ça permet de retrouver un peu de confiance aussi en soi-même, ce qui est important dans
forme de reconstruction un peu. Mmh. Et ce poste-là, en fait, déjà une salle que je connaissais très bien, dans laquelle j'avais bossé, organisé pas mal de concerts, dans une ville, bon bah voilà, je refais pas l'histoire, mais que je maîtrise plutôt très bien au niveau Oui. musical et culturel. Et j'avais vraiment, je pense que ça s'est senti, très très envie d'y aller, et très envie aussi, surtout, que ma ville de cœur, ma ville de culture, ma ville, je sais pas, avec un grand V, quoi, euh, fasse cette espèce d'énorme signal, d'énorme signe de confiance que de donner à une jeune femme la direction d'une salle de concert, et en plus de ma salle de concert préférée. Et donc j'étais un peu animée par tout ça, et j'y suis allée, bon bah voilà, un peu aussi au culot, hein, il faut le dire, il en faut un petit peu. Et ça s'est très bien passé, et j'ai été, je pense, la première honorée, non pas à titre personnel, mais surtout que cette ville-là, que Toulouse, en fait, fasse ce choix hyper symbolique, euh, que de me mettre à ce poste-là. Et en fait, j'ai été hyper émue. Et en même temps, bon bah voilà, emplie d'un truc, de me dire, c'est une grande aventure, et maintenant il faut assumer, tu as beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire que voilà, tu joues plus pour toi toute seule là, Bien sûr. mais tu as une sacrée maison à habiter, à animer, et à ouvrir, quoi, pour accueillir plein de monde. Bien Donc sûr. énorme challenge, qui m'a été donné et que je me suis donné, et évidemment zéro regret, bien au contraire. Voilà. Et oui, et être salarié et avoir un salaire qui tombe tous les mois, c'est ma grande première. Ça Ouais. apporte beaucoup de Moins de charge mentale, euh, pour le coup. voilà, c'est exactement ça. Ça apporte beaucoup, non pas justement de quantitatif, comme comme j'étais animée jusqu'alors, pour remplir, hein, Mmh. remplir les scènes, remplir un peu les comptes en banque, y participer. Et du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de qualitatif, et d'être animé d'enjeux vraiment différents. Évidemment, c'est un confort, c'est une sécurité, mais qui permet vraiment professionnellement de pouvoir se déployer et aller dans le bon sens aussi. Bien sûr, ça te permet d'être Donc concentré sur autre chose. voilà. Mmh. Et en gros, c'est vraiment aussi cette notion de confiance qui t'est donnée. C'est-à-dire que voilà, ta mission, c'est pas de remplir des cases pour avoir un salaire équivalent aux cases que tu vas remplir, en gros, Mmh. mais de porter, d'animer un projet, et de savoir qu'on te fait confiance et qu'on te confie du coup ce poste-là avec un salaire, voilà, qui tombe et qui te sécurise. Donc ça, c'est quelque chose pour moi que j'ai découvert comme forme de travail, et qui est très valorisant, d'une part, et qui permet beaucoup de choses au niveau professionnel. Et je sais que j'ai la chance d'avoir cette forme de boulot là, et que c'est quelque chose d'assez rare dans la culture. Donc c'est pas du tout acquis pour moi, et je le chéris beaucoup au quotidien, et j'en ai vraiment confiance. Voilà, un petit lapsus Lapsus, révélateur. Voilà, j'en ai vraiment conscience, et confiance évidemment aussi. évidemment. Justement, comment se déroulent tes journées et quelles sont les tâches que tu effectues? Alors moi, j'ai envie de te dire, un métier, d'ailleurs j'ai fait des petits boulots, hein, comme tout le monde, pour financer des études, un métier où on fait tous les jours la même chose. En fait, il y a des gens pour qui c'est très sécurisant. Mmh. Moi, c'est quelque chose d'assez oppressant. Donc je peux pas, en fait, tous les jours faire les mêmes tâches et être épanouie comme ça. Et c'est pour ça que ces métiers-là, en fait, avec toutes les casquettes qui permettent, toutes les palettes qui permettent de toucher, de mélanger, et tout ça, pour moi, c'est la clé de la réussite professionnelle. Et donc, j'ai pas vraiment de journée type. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Oui. Sinon, c'est que ça irait pas. Euh, En gros, il y a rien d'extraordinaire. Voilà, je vais déplier mes mails en buvant mon café le matin pour voir un peu quels sont les enjeux de la journée un peu nouveaux. Je sais après que j'ai mes dossiers que je suis sur lesquels je vais être attendue, et je vais avoir des échéances la journée ou à court terme. Donc je sais un peu sur quoi je dois me concentrer, on va dire, dans la journée. Après, ce boulot-là fait aussi qu'il y a beaucoup de sollicitations quotidiennes et beaucoup d'inattendus. Donc, on va D'accord. dire que ce rythme assez intense, voire très intense, très dense quotidien,
me permet justement de toucher un peu à tout en m'accordant aussi des moments de concentration, de focus. Après, ça va être en fonction de est-ce que il y a tel concert ce jour-là, qu'est-ce que ça implique par rapport à moi, mon implication sur cet événement-là. Qu'est-ce que c'est voir aussi au niveau des équipes, de toutes les équipes avec qui je travaille, parce qu'il y a différents enjeux. Il y a l'aspect très musical de programmation, l'aspect scénique qui se passe à l'instant T sur la scène, sur une des scènes du Métronome, et il va y avoir l'aspect plus logistique, organisationnel, ou alors des rendez-vous. Bon, voilà. On va dire que je pense que tu as compris, c'est assez compliqué de dresser une journée un peu type, mais je pense qu'elle peut être définie par justement ces différents rythmes, à la fois d'accélération et de temps un peu plus calme, qui dessinent un peu mes journées, et c'est aussi comme ça que je les aime. Tu as combien de collaborateurs aujourd'hui ? Alors, en fait, le Métronome, c'est une régie municipale, donc c'est une émanation de la ville de Toulouse. Donc, en fait, on a une direction dédiée, qui est la direction des musiques, qui, du coup, porte différents projets, dont le Métronome. Il y a aussi Rio Loco, Toulouse d'été, la Saison Bleue. Donc, il y a différentes équipes qui gravitent autour de ces projets. Moi, du coup, je suis la référente au niveau artistique du Métronome. Donc après, il y a tout un déploiement d'équipes, mais qui sont mutualisées entre les différents projets. Donc je ne peux pas dire que c'est mes équipes. En aucun cas, je dirais ça. Donc chacun est déployé selon ses compétences au niveau administratif, communication, production, technique, autour de ces différents projets et de leurs différentes temporalités, évidemment, entre une saison et un festival. On ne bosse pas de la même manière, mais on bosse tous ensemble. Et là, l'idée vraiment, c'est de mettre à profit ce vivier, la force de ce collectif en faveur des différents projets. Donc aussi bien avant, quand je dis avant, c'est avant même que je n'arrive, c'était assez fléché, je pense, notamment au niveau du Métronome, qui devait faire une activité très auto-centrée sur le Métronome. Maintenant, le projet qu'on est en train un peu de déployer, évidemment, je ne le fais pas toute seule, et c'est pour ça que je dis on, c'est quand même de faire graviter toutes les forces en présence, notamment au niveau artistique, c'est là où ça me concerne le plus, pour se nourrir, s'apporter des idées, construire des projets en commun. Et évidemment, dans cette salle, il y a une capacité de collaboration, de coproduction avec les acteurs, notamment locaux, les associations, les producteurs, et on fait en sorte de faire vivre justement la saison, la programmation du Métronome au travers de ces différentes mises en synergie, en fait. Donc, on va dire qu'il y a une équipe qui travaille au Métronome. On est quand même une dizaine sur place, mais on ne travaille pas que pour le Métronome. Et on va dire le Métronome n'a pas non plus qu'une seule équipe dédiée. Et je trouve que c'est hyper intéressant cette gravitation comme ça de compétences. Je pense que je l'avais dit dès le début, en fait, et j'y reviens, mais c'est tout l'intérêt, en fait, de travailler en collectif, et c'est très enrichissant, quel que soit le sujet. Ok. Tu fais aussi de la programmation artistique, du coup ? Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis ma responsabilité, on va dire, telle que l'appelle ce poste, elle est plus dans le champ artistique. C'est-à-dire que moi, je travaille vraiment à la constitution en tout cas, je coordonne et je compose. Voilà, pas de la musique, mais quand même dans la musique. Et donc, je fais en sorte de rythmer les activités de ce lieu, qui est aussi assez protéiforme, donc voilà, qui prend plusieurs visages, qui est hyper intéressant aussi à déployer. Et donc ça va être donc effectivement de la programmation, en lien avec cette fameuse direction des musiques. On fait donc pas mal de productions, c'est-à-dire de productions, ce qu'on appelle externes, des gens qui viennent produire des événements. Donc l'idée, c'est que ça se fasse aussi dans une forme d'équilibre par rapport à l'existant, et par rapport aussi aux valeurs qu'on a envie de défendre, voilà. Et puis après, il y a plein d'activités aussi en parallèle des concerts. Il y a évidemment les studios de répétition.
Il y a des résidences de création, on fait de l'accompagnement. Il y a donc le fameux cluster professionnel Masfer qui est dans les murs du Métronome, hein, où il y a donc notamment l'association La Petite, hein, parce que voilà, tu les as croisés dans tes podcasts, mais pas que. Il y a plein de professionnels, on va dire, d'entrepreneurs culturels, voilà, au sens un peu large. Donc on travaille aussi à des réunions avec eux, il y a des formations, il y a des conférences, il y a des masterclass, on fait des partenariats avec pas mal de monde, notamment là je pense comme ça parce que c'est nos voisins de palier un peu, mais on a l'Utopia Bordeaux Rouge qui est juste à côté, donc on essaie de croiser aussi, on fait des choses un peu ensemble, on essaye de faire en sorte que nos programmations soient parfois en résonance dans la mesure du possible. Voilà, il y a plein de choses et moi l'idée c'est que, alors j'aurais pas la prétention de dire que je suis chef d'orchestre, c'est un peu fort, mais je trouve que l'image est assez parlante. J'essaie de faire en sorte que toutes ces musiques en fait se coordonnent et que ce soit pas dans la cacophonie. Voilà, que ça fasse un ensemble assez cohérent, assez harmonieux. Voilà, je pense. D'accord. Au final. Comment est-ce que tu découvres des artistes ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette magique. J'ai pas le petit manuel du bon du bon programmateur. Je pense que chacun fait un peu selon sa petite recette personnelle. Moi, ma recette, en fait, j'aime qu'elle soit justement pas arrêtée et que j'ai pas justement deux recettes magiques qui me permettent de sortir des trucs de mon chapeau comme ça de nulle part. J'aime bien ce côté très organique de cette matière musicale et de la matière artistique. Donc ça m'intéresse beaucoup. De pas être figé sur tout et d'avoir justement des postures un peu arrêtées sur tout. Ça, je pense que c'est le danger de tous les métiers. Donc moi je pense que c'est un atout évidemment ce côté assez transversal dans le milieu professionnel et artistique. Donc j'ai été à la fois sur scène, je sais comment on gère des répés, des concerts, des tournées. Forcément j'ai été confrontée un peu à tous les métiers, hein, de la com à la technique. Je suis experte en rien, on va dire, mais je connais un peu tout. Voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est hyper intéressant. D'avoir été sur scène, devant, derrière, à côté, en dessous, dessus, enfin voilà. Donc moi je pense que cette notion un peu de 360 là, c'est quelque chose, ça fait partie, je pense, de mes atouts. Et j'essaye de mettre justement ces expériences variées au profit de la programmation que je construis. Et je pense que cette diversité, elle est très enrichissante pour tout le monde. Donc je veux être un peu l'incarnation entre guillemets de la diversité. Là, moi j'aime beaucoup cette notion d'ouverture et de foisonnement, de culture, de musique. Voilà, il n'y a pas on va dire de bonne musique et de mauvaise musique. Je suis pas du tout un juge arbitre, voilà. Que de se dire aussi que tout le monde a ses chances, et je connais les galères que ça peut être d'arriver jusqu'à une scène, et en particulier la scène dont je m'occupe qui est le Métronome. J'ai envie que les choses soient quand même simples et que en gros la qualité artistique, la qualité musicale puisse aussi trouver sa place sur cette scène, quelle que soit je sais pas, ta reconnaissance dans le milieu ou quelle que soit ton histoire. Voilà, que ce soit d'ailleurs sur scène ou dans le public, c'est important d'avoir ce croisement, je pense, de ces valeurs-là, qui que tu sois, artiste ou mélomane ou juste curieux, ou juste arrivé là un peu par hasard en étant invité par des amis et en voulant revenir ensuite, j'espère. Donc cette programmation, moi je veux qu'elle soit très en lien avec la vie en fait. Tu vois, on parle de musique vivante et moi la notion de musique vivante, c'est aussi ce qui m'anime et il y a vraiment, je pense que tout est dit par ces deux mots. C'est vivre la musique, c'est la faire vivre. C'est un peu cette notion de vital, hein, sans la musique, la vie serait une erreur. Bon bah voilà. C'est le côté aussi vivace, tu vois. C'est ce que je disais, la matière un peu vivante, organique, qui change comme ça quotidiennement. Et enfin, je pense que le côté de vécu, voilà, c'est très important. Il faut que les gens viennent vivre des expériences. Il faut que les artistes racontent des histoires, vivent des choses aussi, et qu'on partage en fait. Donc, j'essaie en tout cas de garder, moi, cette petite mélodie en tête constamment
pour essayer de la retranscrire sur la scène et la faire partager. En tout cas, être l'intermédiaire de ça entre les publics et les artistes. Bien voilà. sûr. J'entends absolument. Si c'est assez clair. C'est très clair, mais surtout ce qu'on entend, c'est cette passion qui t'anime intensément. Tu pourrais continuer encore en autoroute pendant des heures. C'est ça, exactement. Le message est clair, et il n'empêche que j'aimerais que tu apportes quelques petites précisions au niveau est-ce qu'il y a certains critères. Là, j'essaie de mettre à la place des artistes qui peuvent, ou alors des bookers qui peuvent aussi nous écouter et qui voudraient, pourquoi pas, proposer leur groupe ou leurs artistes pour jouer au métronome. Est-ce qu'il y a des critères ? Alors, c'est compliqué, au regard de tout ce que je viens d'exprimer, d'imposer des vrais critères quantitatifs, même qualitatifs. C'est un peu compliqué. En vrai, évidemment, dans nos métiers, et moi j'ai été de l'autre côté aussi, donc je sais très bien comment ça se passe des deux côtés. Et maintenant, je conforte ce truc de quand j'appelais ou quand j'envoyais des mails, j'avais pas de réponse, ou j'étais blacklistée et tout ça. En fait, vraiment, moi je me rends compte, je suis vraiment ultra sollicitée tout le temps. Donc en fait, on a une masse de demandes et de matière à traiter qui est juste intraitable dans la vraie vie, quoi. C'est-à-dire, il faudrait y passer des journées entières. Et moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, d'assez exhaustif dans tout ce que je fais. Donc, je consacre beaucoup de temps à tout ce que je fais. Et si je m'écoutais, je passerais mes journées collées derrière mon écran à écouter tout ce qu'on me propose et à apporter une réponse systématique. Sauf que le fait est que ce n'est pas possible. Donc ça, il faut quand même qu'on arrive à l'entendre. Et que la vie, en fait, c'est comme dans la vie, c'est fait d'opportunités et de bon timing. Donc des fois, évidemment, on a des gens qu'on connaît, ils connaissent nos démarches, déjà nos valeurs, donc on n'a pas besoin aussi de réexpliquer, de faire toute la pédagogie pour expliquer un peu ce qu'on cherche. Au moment où on le cherche d'ailleurs. Donc il y a des gens qui vont dans le réseau pro, c'est comme ça, c'est pour ça que le réseau est hyper important et c'est pas quelque chose d'élitiste en fait, c'est ce qui permet de créer du lien. Donc il y a cette espèce de maillage qui est essentiel à la vie, mais d'ailleurs comme partout, comme dans tout regroupement humain, c'est la famille, c'est les collègues, en gros c'est nécessaire pour faire passer des choses de la bonne manière au bon moment. Donc ça, le réseau, et savoir comment les salles fonctionnent, quelles sont leurs temporalités, les choses relativement triviales, entre guillemets, mais qui sont nécessaires pour proposer la bonne chose au bon moment. Ça, je pense que c'est assez crucial, donc c'est un critère important. Et c'est ce qui fait aussi qu'un professionnel fait bien son boulot, en fonction des enjeux de son travail aussi. L'idée, c'est loin de moi, en tout cas, l'idée ou l'envie de travailler qu'avec des grosses boîtes, avec des professionnels hyper aguerris, parce qu'après, on fait un peu en mode machine et on perd tout ce côté humain et ce que j'expliquais, artistique, organique. Mais en tout cas, faire son métier dans les bonnes dispositions. Et moi, je l'ai appris de l'autre côté aussi, travailler, parce qu'en fait, on n'a pas des machines derrière, on a aussi des gens. Donc, c'est important de se rappeler toujours que on s'adresse à des gens aussi qui font un travail dans un contexte particulier. Et ces critères-là justement, comment on fait son métier et faire passer les bons messages au bon moment, c'est un travail aussi à faire et c'est une rigueur qu'il faut qu'on s'impose, en tant que professionnel au quotidien. Voilà, donc c'est pas envoyer des mails tous azimuts tout le temps, appeler tout le temps, parce qu'en fait ça c'est juste, à la fin c'est presque du harcèlement, donc ça n'a plus aucune plus-value humaine ou artistique. Je sais que ça peut être très frustrant, j'étais dans l'autre sens, et en même temps, quand on comprend aussi, quand on se met un peu au diapason comme ça de sa filière professionnelle, ça porte vraiment ses fruits, quoi. Donc il faut quand même avoir cette exigence professionnelle là, c'est crucial pour faire l'artistique, c'est pas fun tout le temps. Il faut être un peu rigoureux. Bien sûr. Donc ça, pour moi c'est une des choses assez importantes. Et après, en fait, je parlais de musique vivante et vraiment c'est ce qu'on peut appliquer au quotidien dans nos métiers, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit à un moment donné incarné, quoi. Et les mails au bon moment, c'est super, mais à un moment donné, on a un coup de cœur artistique, un truc, il se passe quelque chose sur scène, et ça aussi, c'est l'élément du coup plus insaisissable, qui est propre à l'art et à la musique. Mais ces moments-là aussi sont hyper importants. J'essaye moi de consacrer du temps, de garder. De toute façon, ça c'est mes sorties. Je vais quasiment, quand je sors, je vais que à des concerts. Voilà. Ça me permet aussi de me renourrir et de redécouvrir des choses. Mais c'est quelque chose aussi de très important. Donc à la fois garder cette forme d'exigence, de rigueur, et aussi ces moments un peu
on peut rêver, imaginer, se voyager. Voilà. J'ai pas de recette magique encore une fois, mais franchement, on y arrive. Que ce soit moi ou les gens derrière leurs écrans, voilà, on y arrive. Est-ce que tu as des salles partenaires ou d'autres programmateurs et programmatrices partenaires? Pour le moment, c'est vrai que c'est des choses que je souhaitais mettre en place, sur lesquelles je voulais m'impliquer. Le fait est que tout ce qui s'est passé avec au début la prise de poste et tout, j'ai pas pu aller au bout de tout ce que je souhaitais mener. Donc c'est un peu en cours dans les tuyaux. Donc oui, évidemment, un réseau un peu vertueux comme ça de programmateurs et de diffuseurs, moi ça m'intéresse beaucoup. Il y a pas mal de réseaux qui existent de fédérations dans nos métiers, que ce soit au niveau d'ailleurs régional. On a de la chance en Occitanie d'avoir des réseaux comme ça qui sont très actifs. Je pense notamment là comme ça à Octopus, parce qu'ils ont aussi, on a un centre ressources au Métronome et ils ont un bureau, une permanence centre ressources ici, et du coup c'est très intéressant. Octopus travaille beaucoup, notamment aussi, est très positionné au national pour défendre, pour s'impliquer et défendre aussi les enjeux de ceux qui sont pas au centre de tout ce qui se passe à Paris. Voilà. Donc pour pas qu'on nous oublie aussi, donc ils font un super boulot. Et après, en fonction des problématiques, des thématiques, je pense qu'aussi en Occitanie et en particulier à Toulouse, on a la chance d'avoir plein d'acteurs qui se mobilisent et qui se rassemblent autour de questions bien sûr passionnantes. Là, tu as interrogé 2 personnes de l'association La Petite, qui œuvrent en particulier dans le champ de l'égalité, la parité, l'empowerment professionnel féminin. Moi, forcément, c'est des questions qui me touchent à la fois très personnellement et très professionnellement aussi. Donc, par exemple, sur ces enjeux-là, je n'hésite pas à faire appel à cette association-là. Encore une fois, je pense que ce réseau à la fois de compétences et de connivence peut être très enrichissant, et que tout seul, j'apprends aussi que tout seul, oui, c'est aussi encore un adage, je vais en avoir plein dans cette discussion, mais oui, on va sûrement plus vite, mais c'est clair qu'on va beaucoup moins loin. Et donc, il faut aussi savoir s'entourer de personnes qui maîtrisent, qui ont un champ de compétences averti. Ouais. L'humain, en ce sens, le côté très social de l'humain est quelque chose d'assez primordial dans le champ professionnel, et qu'il y a beaucoup de gens très bienveillants et très compétents dans nos entourages, et il ne faut pas hésiter, en fait. J'apprends moi aussi à me dire que d'une part, je ne peux pas tout maîtriser dans mes tâches quotidiennes, et aussi dans mes connaissances et mes compétences, et que c'est hyper enrichissant de sortir un peu de la route et d'aller croiser comme ça d'autres expériences. Voilà, donc surtout aller chercher, se renseigner, rencontrer. Il y a plein de gens passionnants autour de nous qui ont beaucoup de choses à nous apporter, et on peut aussi, c'est ça qui est intéressant, forcément en parallèle, leur apporter aussi des choses sans même qu'on s'en rende compte, et c'est tout l'intérêt d'un échange, c'est que c'est réciproque, en fait, ça va dans les 2 sens. En quoi les résidences du Métronome, en quoi elles consistent en fait, au niveau du choix des artistes par exemple? Est-ce qu'il y a certaines propositions, différents accompagnements? Quels sont les objectifs? Alors, le sujet des résidences et de l'accompagnement est un vaste sujet qui est, on va dire, en chantier en ce moment au Métronome, voilà, parce que justement, jusqu'à présent, en fait, il y a toujours eu un réseau très dense d'accompagnement. Et en même temps relativement peu coordonné. Donc, en termes d'accessibilité et de lisibilité, ça restait relativement nébuleux, je vais dire. Même pour moi, qui organisais des résidences et tout ça à l'époque au Métronome, c'était plutôt en termes de projets et puis de croisements, de partenaires et tout ça. Donc, c'était très bénéfique, évidemment, mais assez peu clair et comment dire, assez ouvert. Donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de retravailler sur ça, parce que c'est un lieu de, justement, ce que je disais, d'expérimentation, de travail, de création qui est assez génial, avec la multiplicité des espaces et des équipements, et surtout des équipes qui
travaillent, qui œuvrent dans le champ de l'accompagnement de manière très intéressante. Hein. Donc l'idée, c'est maintenant de recoordonner tout ça pour qu'il y ait quelque chose de plus clair qui puisse émaner un peu de notre accompagnement, de la qualité de notre accompagnement. En tout cas, là, on est en train de travailler de manière assez concrète. Je pense que c'est ce qui va illustrer un peu mon propos pour pouvoir te répondre de manière un peu plus claire. On est en train de travailler sur un projet tout nouveau qui, en gros, est, pour résumer, la mise en œuvre des valeurs qu'on a définies, des engagements sur lesquels on veut s'impliquer avec cette équipe-là qui se met en place. Donc, notamment moi, évidemment pas que, mais en termes de nouvelles arrivées aussi, la directrice des musiques, hein, Virginie Chocard, donc qui est forcément ma supérieure hiérarchique aussi. Et on veut, en l'occurrence, s'investir plus concrètement en termes de projets en faveur des artistes femmes, féminines. Voilà. Et donc, on est en train de développer, je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup parce qu'on est vraiment work in progress en ce moment sur ce dossier-là, mais un projet qui s'appellera la Métronome Academy. Et qui va être justement un projet d'accompagnement, en gros de soutien, développement, valorisation, mise en lumière, mentoring féminin, artistique au féminin. Et donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir déployer un projet assez abouti et donc de ne pas le faire tout seul parce que encore une fois, on maîtrise pas tous ces champs d'action, de compétences, donc de pouvoir co-construire ce projet d'accompagnement avec des professionnels, un L et deux LE S dans le champ de la filière artistique professionnelle, et pour pouvoir proposer un vrai projet d'envergure dans le champ de l'accompagnement des artistes féminines. Parce que le constat, et je pense que là, j'apprends rien à personne en disant ça, c'est que les femmes restent, pour plein de raisons diverses et qu'on peut croiser, beaucoup trop encore aujourd'hui, en 2020, dans l'ombre des scènes et souvent des hommes. Voilà. Donc l'idée, c'est fort, ou plutôt d'ailleurs faible de ce constat, de se dire que on doit œuvrer, nous, en tant qu'acteurs culturels, on a une responsabilité vis-à-vis de ces artistes-là pour leur dire que en fait, elles ont les compétences aussi bien que n'importe quelle personne sur cette terre, qu'elle soit femme ou homme, ou d'ailleurs aucun des deux, et se dire en fait qu'on est là pour prendre conscience qu'il y a une problématique et trouver des solutions, essayer en tout cas, c'est déjà une des grandes vertus d'avoir conscience des choses et d'essayer de les améliorer. Donc c'est un peu le postulat de ce projet qu'on est en train là, qui est vraiment en germe, qui est vraiment dans les tuyaux là. Et donc j'espère qu'à la rentrée il y aura quelque chose d'assez concret qui pourra émerger et ça va donner un peu le ton des projets, comme on a envie de les partager de manière beaucoup plus claire, lisible. L'idée, effectivement, c'était de s'inspirer, de se nourrir, pour la co-construction de ce projet avec des acteurs type La Petite, qui maîtrise en fait des pans importants de ces questions-là, mais pas que. On était aussi autour d'une vraie table avec des vraies personnes en face et non plus nos écrans. Il y avait aussi She Said So, ce collectif engagé en faveur de la cause féminine, voire féministe, professionnelle. Plusieurs acteurs. Évidemment, c'était un collectif aussi pluriel, donc il y avait des femmes, des jeunes femmes et des jeunes hommes autour de la table pour mettre à plat, échanger et voir comment est-ce qu'on pouvait répondre aux problématiques qu'on avait pointées du doigt, trouver des pertinences et des solutions à tous ces enjeux forts de notre société. Et tous ces enjeux auxquels on ne doit plus répondre par le mutisme ou faire en sorte de ne pas les voir. Voilà. Est-ce que ça a été difficile pour toi, en tant que femme, d'accéder au poste actuel ? Alors, en fait, c'est plus le processus pour arriver jusqu'à là, on va dire. Donc, c'est plus dans le temps. Mais ce poste-là, en fait, non.
parce que j'ai cette fameuse confiance qui m'a été confiée professionnellement, que je suis très bien entourée par des personnes qui sont très compétentes d'une part et très bienveillantes. Donc, je suis quand même dans un environnement professionnel assez épanouissant. Donc, j'ai beaucoup de chance en ce sens d'avoir trouvé cette espèce de petit cocon comme ça de confiance et d'épanouissement. Après, évidemment, c'est ni une évidence tous les jours. Il y a encore des fois où ça m'arrive où en fait parfois on me croise au métronome et on me demande on pense que je sais pas, je fais l'accueil et on me demande de parler à mon supérieur et c'est toujours un homme plus âgé parce que c'est une espèce d'image d'Épinal qu'ont encore les gens aujourd'hui ou les responsables d'un établissement quel qu'il soit d'ailleurs est souvent un homme qui a au minimum la cinquantaine, voilà. Donc ça je continue aujourd'hui à l'avoir ou parfois quand je suis au téléphone je pense que j'ai pas une voix suffisamment âgée ou autoritaire, je sais pas, et du coup on me demande à parler à mon chef, voilà. Ça, je l'ai croisé très très souvent. Ça jalonne la vie, je pense, de toutes les jeunes femmes, même les moins jeunes, j'imagine. Après, moi, c'est un univers moi, j'ai gravité, évolué dans un univers toujours très masculin. Au début, en fait, sans trop me poser de questions, de me dire, tiens, il n'y a pas beaucoup de filles autour de moi. Bon. Sans trop m'être rendu compte non plus. Pourtant, je rentre dans les stats par rapport à tout ça, que en fait, dans mon parcours universitaire, il y a toujours eu plus de filles en termes de mon parcours de management culturel, donc toujours beaucoup plus de filles. Et au final, dans mes milieux professionnels, étonnamment, toujours plus de garçons sur scène, au-dessus, à un poste de direction. Et en fait, je l'ai découvert un peu progressivement en y étant confrontée. Et en moi-même, on va dire, en l'intégrant moi-même comme une sorte de normalité. Et aujourd'hui, moi-même, je suis en train, aujourd'hui, je parle de ces dernières années, forcément, où on gagne en conscience, je pense, sur tout ça. Et en fait, on se rend compte, en l'éprouvant soi-même, en fait, que tout ça n'est pas si normal. Oui. Et qu'à un moment donné, moi, je crois très fortement au pouvoir de l'exemple. Du modèle. Donc, il y a à la fois cette forme d'exemplarité et d'exemple. Et ça, je pense que c'est très fort. Je pense que si les jeunes femmes, en fait, dont on fait partie, et surtout on a fait partie plus jeune, ne voient pas des filles sur scène, dans la lumière, et pas au fond en train de faire un chœur et de danser en mini-jupe, voilà, ou à la télé, tout ça est un processus de construction aussi des mentalités. Bien sûr. Des imaginations et pourquoi les jeunes filles ne s'imaginaient, je parle au passé en espérant que c'est en train vraiment de changer, mais sur scène, en pleine lumière, à porter des projets ou à être en train de diriger des projets tout en haut à la tête de projet, c'est parce qu'on a manqué d'exemples. Et qu'aujourd'hui, pouvoir incarner ça, en gros, c'est une mission quand même assez importante. Alors, je dis pas qu'on doit toutes relever ces missions-là, mais en tout cas, on doit avoir conscience que ce qu'on fait, nos actions, toi, moi et toutes les je parle des filles, désolé les garçons, mais bon, pour l'instant, là, je parle des filles. On a besoin, en fait, de donner à voir tout ça, d'incarner un peu tout ça, parce que les jeunes filles, en fait, de demain, même si c'est en train vraiment de changer encore une fois, et heureusement, elles ont besoin, en fait, de nous voir à ces endroits-là, à ce moment-là. Oui. Voilà. Et moi, j'ai pas vu, en fait, quand j'étais petite, des musiciennes. J'en ai quasiment pas vu sur la grande scène des festivals que j'adorais. Et c'est sûrement ce qui m'a manqué. Et donc, il faut faire preuve d'une force de caractère redoublée pour s'affirmer comme ça dans ce paysage-là en tant que jeune femme émancipée. Et c'est en ce sens toujours en tout cas moins facile, on va dire, que je pense les garçons qui aujourd'hui, heureusement aussi, sont en train de changer. D'évoluer aussi et de plus trouver tout ça normal. Et donc, je pense que nos générations, pour terminer, ont une sorte de responsabilité aussi par rapport à tout ça. Bon, on a plein de responsabilités, elles sont aussi écologiques, c'est très important. Oui. Mais au niveau de l'incarnation, comme ça, de ces valeurs et de ce monde un peu de demain dont on parle beaucoup, je pense que nous aussi, il faut que on soit responsable aussi de ces changements, en fait. Voilà, on n'a pas juste à critiquer ce qui se passe. Il faut aussi qu'on se bouge nos propres fesses, voilà, pour faire en sorte que les choses qu'on n'a plus envie de voir ne se reproduisent pas tacitement de génération en génération. Voilà. On va pas tarder à arriver vers la fin.
Question ultime, quels sont tes conseils que tu peux nous livrer, encore plus que tout ce que tu nous as donné là en une heure? Quels sont tes conseils pour un artiste et ou pour les professionnels qui nous écoutent, à savoir du coup futur prog, futur manager, manageuse, tout ce petit monde qui font que l'écosystème de la filière musicale grandit et évolue? Moi, je dirais, en tout cas, sous le prisme, encore une fois, de ma propre expérience, et encore une fois, rien n'est acquis et tout évolue. Donc voilà, il faut pas se satisfaire d'une seule leçon dans la vie, au contraire. J'ai pas envie d'être grande donneuse de leçons, mais en tout cas, la persévérance, moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer aussi. Quand je pense persévérance, je pense essayer. En fait, voilà, c'est ce que je disais par rapport à mes candidatures. Il faut y aller. Il faut pas, en fait, se satisfaire ni d'un non, ni d'un non, je peux pas toujours, parce que sinon on fait jamais rien. Et ne rien faire, en fait, c'est le pire écueil. Voilà. Donc essayer, déjà, c'est faire. Ça c'est génial. Ensuite, y arriver, c'est une autre paire de manches. Et en fait, c'est à force d'essayer et il y a rien de nouveau, hein, mais de rater, de tomber, de se relever, ça c'est une vraie force. Et je pense qu'il faut pas avoir peur, en fait, de se faire mal, de prendre des coups, de tomber. Oui, c'est douloureux, mais en fait, ça nous forge et on devient nourri de ces expériences-là, on devient plus humain, on est tous perfectibles. Et donc, la persévérance, pour moi, c'est quelque chose qui jalonne ma vie. Je dirais aussi, par rapport à mes propres expériences, et je me le dis quotidiennement aussi, et je sais que c'est pas facile pour tout le monde, certains y arrivent très bien, et vraiment, tant mieux pour eux, mais c'est ne pas être trop sévère avec soi-même. Oui. Je le disais en tout début, du coup, ça boucle un peu la boucle, mais on est son premier soutien, en fait, et il faut, même si c'est qu'un petit peu tous les jours, il faut croire en soi, il faut avoir confiance aussi. Voilà, il faut ne pas être trop dur parce que souvent on est aussi les son meilleur pires, bourreau. Voilà. Merci beaucoup, Elvire. Est-ce qu'on a quelque chose encore à rajouter? Est-ce qu'on a fait un grand tour? Est-ce qu'on continue comme ça? On a fait un très grand tour. Je pense que les gens là vont déjà être un peu avoir plein de choses à digérer. Donc je vais les laisser déjeuner en paix. En plus, c'est l'heure là pour nous, tu vois, comme disait la chanson. Stéphane Echer, c'est pour toi. Voilà, si tu nous entends, bon appétit, bien sûr. Merci beaucoup, Elvire. Et puis, merci à toi. Bientôt, ici ou ailleurs, à Toulouse peut-être, à Lyon, si tu repasses un jour. Voilà. Au Métronome déjà, oui. Qui va rouvrir ses portes en juillet. Donc, super. J'espère que je retrouverai plein de visages, non pas derrière des écrans et des émoticônes, mais en vrai, avec de la chair et des os. Et du soleil, et voilà, et des concerts en plein air, et du ciné en plein air, et ça va être chouette, et on est content. C'est super. Merci pour tout, et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcast, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.